Okay, so hello everybody. Thank you so much for joining this webinar. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les connaissances autochtones et locales et les évaluations sur l'usage durable et les valeurs de la nudité, qui est organisé par l'IPBES et aussi par les centres de distinction sur les connaissances autochtones et locales et le réseau des femmes autochtones sur la biodiversité. Je suis Peter Bates et je fais partie de l'unité de soutien. D'abord, j'aimerais vous dire que nous avons un service d'interprétation en anglais et en français et en espagnol. Pour joindre à l'interprétation, vous cliquez sur le globe au bas de votre écran et ensuite vous sélectionnez la langue qui vous convient, l'anglais, le français ou l'espagnol. Et il va y avoir certains intervenants en espagnol aujourd'hui. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais ou l'espagnol, vous devrez écouter l'interprétation. Alors, s'il vous plaît, maintenez votre micro fermé lorsque vous ne faites pas une intervention pour réduire les bruits de fond et soyez bref dans la mesure du possible dans vos interventions pour donner une chance à tout le monde de parler. Et si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, veuillez utiliser la fonction chat ou la fonction questions et réponses. Et si vous avez un problème pour suivre la réunion, vous pouvez nous aviser dans le chat. Si vous intervenez et et vous ne voulez pas que la réunion, que vous ne soyez pas enregistré, vous faites-nous le savoir. La réunion comme telle est enregistrée et nous pouvons biffer la section où vous intervenez si vous ne voulez pas que ce soit enregistré. Maintenant, je vais passer la parole à Tata Félix pour la cérémonie d'ouverture. À vous la parole, Tata. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si la caméra est bien centrée. Oui, ça va. La caméra est bien centrée. Alors, je vous salue du plateau central du Guatemala, des terres Cachiquel. Alors, avec votre permission, aujourd'hui, dans le décompte Maya, le jour, c'est le jour Wok. Et Kawok, c'est l'énergie qui accompagne, qui oriente et conseille les nanas et les femmes. Les filles qui naissent aujourd'hui vont être des sages-femmes. Alors, si on regarde le travail qu'elles font, les connaissances qu'elles accumulent, il y a une grande quantité de connaissances scientifiques et notamment en ce qui concerne les plantes médicinales. Ces connaissances des plantes et les énergies curatives des plantes sont importantes. Et en plus de cela, il y a aussi des connaissances astronomiques en ce qui concerne la Lune, notamment ses fonctions, ses positions, qui sont très importantes pour leur travail. Et ainsi, aujourd'hui, c'est une journée d'énergie féminine. Et si nous regardons les livres sacrés comme le Popol Vuh, il y a beaucoup de pratiques et de connaissances de sciences, en plus des histoires, dans le Popol Vuh, comment notamment les sociétés mayas ont été formées. Et si nous regardons un exemple de cela, la Lune
nous rappelle que les énergies de l'univers et de la Terre comportent une énergie féminine et une énergie masculine. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le Popol Vuh, cette complémentarité de ces deux types d'énergie. Et aussi, le Popol Vuh souligne le travail des femmes dans la société. Et par exemple, il y a un nom très important qui est Ishke, qui est la fille des seigneurs de l'inframonde qui se trouvent sous nos pieds. Et nous avons la première généticienne, la première personne qui a manipulé les semences. C'est une femme. Et dans les phases de la Lune, on voit que la Lune est comme une déité céleste. Et en ce qui concerne les pluies, nous sommes en saison des pluies. Nous avons le quartier décroissant qui est la période du cycle lunaire où les pluies sont les plus abondantes. Ainsi, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'exemples et nous pouvons voir que ces connaissances comportent des règles, des normes pour la protection des forêts et de l'ensemble de la nature. Et le Popol Vuh dit que les falaises, les forêts ont des propriétaires et ce sont des animaux, des petits animaux qui sont les propriétaires, les gardiens de ces différents milieux. Et on peut se demander qui protège ces gardiens, qui protège les protecteurs. Et ce sont les êtres humains qui doivent les protéger. Et il faut voir si nous le faisons ou non. Alors, maintenant, nous allons faire une invocation pour demander aux grands-mères et pour qu'elles nous continuent de nous guider avec leur connaissance et avec leur énergie pour qu'elles puissent nous permettre de tracer le chemin qui va nous aider à maintenir la vie. Alors, avec votre permission, frères et sœurs, nous allons prendre quelques instants d'hommage à nos ancêtres. Merci, créateur et formateur des cieux et de la terre. Merci aux premiers ancêtres. Merci à Abuelo Pierre et à la gardienne de ce jour, Kawak. Acceptez nos pétales de fleurs, notre chandelle, pour que nous puissions avoir cette réunion aujourd'hui sur l'évaluation des connaissances que vous nous avez laissées et que nous, les fils et filles de la Terre qui conservent encore ces connaissances et quand les pétales sont placés, utilisés avec beaucoup de soin et nos soins, notre respect. Le premier élément de nos connaissances, c'est le respect. Parce que chaque élément de la vie, de la Terre, a de la vie. Et c'est pour cela que nous la respectons et que nous dialoguons avec les animaux. Et nous montrons toujours notre respect
Alors, veuillez nous permettre d'avoir cette réunion et pour que nous puissions atteindre nos objectifs, pour que chaque participant et participante à cette activité soit en paix et qui est content. Alors, permettez-nous de suivre ce chemin et avancer tout en laissant de bons souvenirs et de bonnes traces. Alors, acceptez notre humble offrande. Merci, grand-père et grand-mère. Alors, merci beaucoup à vous tous et toutes. Thank you so much, Tata, for starting us off in such Merci beaucoup, Tata, d'avoir commencé cette réunion. Nous apprécions beaucoup d'avoir ce moment spirituel au début de nos réunions. Maintenant, je vais passer la parole à Ramiro Patin, qui est le coprésident du Forum autochtone international sur la biodiversité. Merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Au nom de ma coprésidente Lucie Milienke et moi-même, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire en ligne sur les connaissances autochtones et sur l'usage durable et au nom du Forum autochtone international sur la biodiversité, les centres de distinction sur les connaissances autochtones et les connaissances autochtones locales et le réseau des femmes autochtones sur la biodiversité et l'IPES. C'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Les peuples autochtones maintiennent diverses valeurs. Nous avons une relation étroite avec la mère nature et nos systèmes traditionnels d'utilisation de la biodiversité, les plantes et les animaux nous permettent de vivre, sont nos aliments, nos médicaments et des éléments de notre culture. Nous allons maintenant regarder les valeurs et les usages durables des espèces, notamment ceux qui sont liés aux peuples autochtones. Les résultats de ces évaluations sont importants pour le cadre mondial de la biodiversité de l'après-2020 qui va être adopté par la Convention sur la diversité biologique. À la 15e conférence des parties qui va avoir lieu à Montréal en décembre, que nous espérons du moins qu'il soit adopté. Ces éléments sont très importants, pas seulement pour les peuples autochtones, mais pour l'ensemble de la population mondiale, car ils sont liés à la mère nature avec cette protection. Et nous espérons que ces études pourront permettre que l'on comprenne comment les peuples autochtones vivent en équilibre avec la mère nature et l'univers, comme l'a dit Tata Félix. J'aimerais remercier à tous ceux et celles qui ont rendu possible cet événement, notamment l'unité technique de l'IPES sur les connaissances autochtones et locales et sa vice-présidente de l'IPES, Anna Maria, et Marla, qui a dirigé l'évaluation sur l'usage durable, à Simone et Elena et à tous les membres des peuples autochtones et communautés locales qui ont contribué à cet événement important. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons voir un événement de haut niveau dans lequel nous allons parler des connaissances traditionnelles, de la biodiversité et de ce qui manque aujourd'hui et que nous devons renforcer. Le monde s'attend à des actions positives. Les peuples autochtones et tous ceux et celles qui se joignent à cet événement vont dans cette direction. Alors, bienvenue. Merci de votre participation
Et nous allons maintenant passer à la prochaine section de notre réunion. Merci beaucoup, Ramiro, et aussi pour nous donner une mise en contexte. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Ana Maria Hernandez, la présidente de l'IPES. Merci beaucoup, Peter et Ramiro et Tata, pour cette ouverture qui est si importante pour nous. C'est la première réunion que nous avons après la plénière que nous avons tenue au mois de juillet à Bonn, en Allemagne. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous et toutes à ce webinaire qui a été organisé tout particulièrement sur l'usage durable et la diversité des valeurs de la nature. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui envers la coordination du Forum autochtone international sur la biodiversité, le réseau des femmes autochtones sur la biodiversité et les centres de distinction sur les connaissances autochtones et locales. Et maintenant, je vais passer à l'espagnol et dire dans ma langue maternelle pour vous souhaiter la bienvenue et souligner quelques points importants. La première, c'est que ça a été superbe que nous puissions nous rencontrer à nouveau après la plénière que nous avons eue au mois de juillet pour discuter de l'utilisation durable et la diversité des valeurs de la nature. Nous avons eu plusieurs réunions durant ce processus, mais j'aimerais exprimer un peu de tristesse car durant la plénière, je n'ai pas eu la capacité de vous donner un meilleur espace pour vos interventions et pour surmonter les problèmes techniques qu'il y a eu. Et je m'en excuse. Et j'espère que durant le webinaire d'aujourd'hui, que nous pourrons entendre une partie des commentaires qui n'ont pas pu être partagés à Bonn et qui sont d'une grande importance. Et nous espérons que ces problèmes techniques pourront être, que nous les aurons résolus et que nous n'aurons pas ce type de problème lors de notre prochaine plénière l'année prochaine. En juin, lors de la 9e plénière, nous avons adopté 2 évaluations très importantes qui portaient sur, qui incluaient vos observations que Ramiro a mentionnées, notamment sur les espèces sauvages. Nous avons aussi approuvé une évaluation sur les multiples valeurs de la biodiversité. David est présent, qui est aussi un expert de l'évaluation des valeurs multiples. Je ne vous vois pas toutes et tous, mais les auteurs, les autrices de cette évaluation, mais vraiment, je veux transmettre mes plus grands remerciements à toutes et chacun. Les leçons que nous apprenons dans ces espaces de dialogue interculturel, j'en suis sûr, nous allons toutes et tous travailler ensemble pour que cet espace soit un processus de plus en plus solide pour mettre de l'avant nos savoirs qui ont été exprimés dans la plénière et qu'ils soient utiles à toutes et tous au niveau
local, bien sûr, mais aussi au niveau général pour la prise de décision, mais que nous soyons sûrs et allons de l'avant de pied ferme avec confiance mutuelle pour que ce processus soit un processus qui reflète bien la diversité des connaissances, de la diversité des expériences et la diversité des expériences des communautés et des peuples. Donc, je vous invite à mettre de l'avant un dialogue, une discussion ouverte, aimable, car c'est notre coutume pour les peuples autochtones et les communautés locales et c'est un enseignement en permanence. Un enseignement en permanence. Alors, merci beaucoup pour la tenue de ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna Maria, pour ces mots d'ouverture. Alors, sans attendre plus longtemps, je vais donner la parole à Viviana Figueroa, qui est membre du groupe de travail sur les savoirs autochtones, ainsi que membre du réseau des femmes autochtones sur la biodiversité. Alors, Viviana, la parole est à toi. Merci beaucoup, Peter. Merci à toutes et tous les participants pour cet honneur de me donner la parole. L'objectif de cette rencontre est la présentation des 2 évaluations qui ont été réalisées et spécifiquement, nous allons tenter de réfléchir ensemble sur ce que disent ces rapports, ces évaluations à partir des savoirs autochtones et locaux et comment et discuter ensemble comment ces résultats sont importants pour la prise de décision, l'élaboration de politiques et, et comment ces rapports et ces évaluations sont utiles pour les efforts des peuples autochtones, pour les efforts qu'ils mènent sur le maintien de ces valeurs de la nature. Nous avons un objectif très ambitieux pour que durant 2 heures de webinaire, vous puissiez prendre connaissance les éléments clés de ces rapports par rapport aux savoirs autochtones et locaux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, c'était les mots de bienvenue que nous venons de terminer avec, bien sûr, la cérémonie spirituelle de Tata Félix du peuple Maya. Ensuite, nous allons avoir une présentation sur l'utilisation durable des espèces sauvages. Nous allons avoir un espace de discussion et de questions-réponses. Ensuite, nous aurons une présentation du rapport sur les valeurs de la nature, ainsi qu'un espace de dialogue et ensuite les mots de clôture. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il est important de connaître quel est le cadre dans lequel nous travaillons et savoir qu'est-ce qu'est le IPBES. Prochaine diapositive. Voilà. Donc, l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un organisme indépendant créé par les États membres en 2012. 139 pays sont actuellement membres de l'IPBES. Et l'objectif général de l'IPBES, c'est de renforcer l'interface entre sciences et politique, l'interrelation entre sciences et politique pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et alimenter les politiques publiques et à long terme et comment les rapports sont utiles justement pour le développement durable et le bien-être humain à long terme. Prochaine diapositive. Est-ce que vous pourriez revenir en arrière? Alors, à ce stade-ci, nous avons réalisé plusieurs évaluations. Il est important de mentionner que l'IPBES
reconnaît la valeur des connaissances traditionnelles et qu'avec cette approche, il y a plusieurs évaluations qui ont été complétées. Une première qui a été réalisée sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. Il y a aussi 4 évaluations régionales qui ont été complétées en 2018. Ensuite, une évaluation sur la dégradation et la restauration des terres et finalement une évaluation mondiale sur la biodiversité en 2019. Prochaine diapositive. Comme je le mentionnais déjà, l'IBES reconnaît l'importance des savoirs autochtones et locaux pour la conservation et l'utilisation durable des ces écosystèmes. L'IPBS, dans son travail sur les savoirs autochtones et locaux, tant au niveau de ses résultats qu'au sein de ses objectifs. Pour ce faire, l'IBES dispose d'un groupe de travail sur les savoirs autochtones et locaux et ainsi qu'une unité de soutien technique sous le chapeau de l'UNESCO. L'IBES adopte justement une approche pour reconnaître et travailler avec les savoirs traditionnels autochtones et des communautés locales qui a été prévue par les États membres en 2017 et d'un guide méthodologique pour favoriser ce dialogue des savoirs. Prochaine diapositive. Donc, les deux évaluations que nous présenterons aujourd'hui qui adoptent cette approche de reconnaissance des savoirs autochtones et des communautés locales, on a contribué à ce processus comme en tant qu'auteur et autrice, comme experts et expertes. On a aussi réalisé 3 ateliers de dialogue qui avaient le but de partager les points de vue, les connaissances, examiner et valider les résultats. Il y a aussi eu des appels à contribution pour du travail en ligne. Et nous avons aussi effectué des examens de littérature et des matériaux examinés par les auteurs, les rapports communautaires, évaluation de vidéos, d'œuvres d'art, etc. Il y a eu vraiment un processus très riche tout au cours de ce processus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous souhaitons aussi remercier à tous les auteurs et autrices, à tous ceux et celles qui ont contribué, ont participé aux ateliers de dialogue, aux personnes qui ont partagé des matériaux, du matériel et qui ont aussi partagé leurs commentaires. Alors, on voit ici certaines photos. Bien sûr, au cours de la pandémie, nous avons eu plusieurs dialogues qui ont eu lieu dans des espaces virtuels, mais ça a été très important car cela a donné lieu à des dialogues francs et sincères. Comme l'a bien souligné Anna Maria dans son mot de bienvenue. Et sans l'apport de chacun et chacune, cela n'aurait pas été possible que les savoirs traditionnels, autochtones et locaux se soient reflétés dans les rapports que nous allons exposer aujourd'hui. Au niveau des résultats, nous avons bien sûr les chapitres des évaluations, mais nous avons aussi élaboré un résumé pour alimenter les décideurs politiques qui a été discuté lors de la plénière. Et bien sûr, ces rapports sont disponibles de façon virtuelle sur la page web de l'IPBC. Nous allons aussi partager les liens au sein de la boîte de clavardage aujourd'hui. Les rapports sont bien sûr exhaustifs, plus longs, mais il y a aussi donc ce résumé pour mettre en relief et en exergue les points les plus importants, les faits saillants, de façon à alimenter l'élaboration de politiques, de façon à ce que les pays puissent adopter certaines mesures et mettre de l'avant des actions concrètes au niveau local, national, régional et international. Prochaine diapositive. Alors, merci beaucoup. Nous espérons
Suite à la présentation des rapports, nous ayons un espace de questions et réponses et de dialogue suite à la présentation des rapports. Je redonne la parole à Peter. Merci beaucoup, Viviana, pour nous avoir offert ce contexte général, comment se sont développés ces deux rapports importants et le travail qui a été réalisé avec les peuples autochtones et les communautés, ainsi avec les États membres qui ont participé dans ce processus. Un point que nous voulons souligner, c'est que ce processus est mené avec les États membres et de façon à ce que les résultats de ces rapports soient pris sérieusement par les décideurs politiques. Au niveau du rapport d'évaluation sur l'utilisation durable des espèces sauvages, avant d'entrer dans le détail de cette présentation, on veut s'assurer que les participants et participantes n'ont pas de problème avec l'interprétation. Je vais revenir donc rapidement à la diapositive d'interprétation pour s'assurer que tout le monde comprend bien comment fonctionne l'interprétation. Alors, vous voyez au pied de votre écran un globe, un icône de monde et vous pouvez cliquer dessus et choisir ainsi la langue d'interprétation de votre choix, le français, l'anglais et l'espagnol. Et il semble que certains avec des difficultés pour certains, si ça semblait fonctionner pour plusieurs d'entre vous, certains ont plusieurs obstacles à ce niveau. Peut-être c'est en lien avec votre connectivité. En tout cas, n'hésitez pas à nous le signaler dans la boîte de clavardage si vous avez des problèmes et on essaiera de vous soutenir pour choisir le bon canal d'interprétation. Alors, c'est maintenant mon plaisir pour passer la parole Marl Amery, qui est un des co-présidents de ce rapport d'évaluation sur l'utilisation durable des espèces sauvages et qui va présenter les faits saillants. Merci beaucoup, Peter. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. C'est un plaisir d'être ici avec vous et je vous remercie de votre présence et votre attention aujourd'hui. I'm going to switch to English for the remainder of my comments. Je vais passer à l'anglais pour mes prochaines observations. Merci à Tata Félix, à Ramiro et Ana Maria et à Viviana pour avoir bien lancé la rencontre d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de présenter les résultats du rapport d'évaluation sur l'utilisation durable des espèces sauvages que j'ai l'honneur de co-présider et un honneur très spécial pour m'assurer de l'intégration de la composante du savoir autochtone et locaux. Alors, dans la portée de ce document, l'objectif de cette évaluation était d'analyser l'état et les tendances de l'utilisation durable des espèces sauvages et les moteurs ou causes de changement. On visait aussi à envisager des approches qui améliorent l'utilisation durable des espèces sauvages et d'identifier les défis et les opportunités. Très important aussi, l'idée était de renforcer les pratiques, les mesures, les capacités, les outils qui mènent vers l'utilisation durable des espèces sauvages, tout en reconnaissant l'unité inséparable de la nature et de l'humanité. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous avons débuté ce travail en 2018 et qui a été complété durant la pandémie. Il y a trois co-présidents, moi-même, Jean-Marc Font-Martin, et qui est un biologiste marine, ainsi qu'un écologiste d'Afrique du Sud. Nous avons aussi la participation incroyable de 75 experts de 35 différents pays. Et c'était un plaisir pour nous que ce rapport a été approuvé par les membres des États membres en juillet 2022. Alors, le rapport est divisé en 6 chapitres que vous voyez ici signalés sur l'écran. C'est plus de 2000 pages de rapport et il y a un résumé à l'attention des décideurs politiques qui est environ d'une longueur de 25
pages qui est justement soutenu par ces 2000 pages de rapport. J'aimerais peut-être vous présenter avec vous le résumé pour les décideurs politiques et le contexte qui sous-tend ce rapport, dans ce rapport, cette évaluation, avec une importante participation des peuples autochtones et des communautés locales dans les 3 ateliers et par l'entremise des appels à contribution. Alors, au niveau du résumé pour les décideurs politiques, c'est centré sur des messages clés qui émergent de ces 2000 pages de rapport et ainsi qu'un contexte et d'informations qui soutiennent ces messages clés. Nous avons divisé ce résumé pour les décideurs publics en 4 sections. Une section sur l'utilisation durable des espaces sauvages et comment elle est essentielle pour les personnes et la nature. Deuxième bloc sur la situation et les tendances de l'utilisation des espèces sauvages. Un troisième bloc qui identifie les éléments et les conditions clés pour une utilisation durable. Et un quatrième bloc qui identifie les voies, les chemins à suivre, les leviers pour promouvoir l'utilisation durable dans un avenir dynamique, un futur qui sera changeant. Donc, regardons d'abord le premier bloc sur l'utilisation durable des espèces sauvages et comment elle est essentielle pour les personnes et la nature. Nous savons d'entrée de jeu que des milliards de personnes dans toutes les régions du monde dépendent et bénéficient de l'utilisation des espèces sauvages pour l'alimentation, la médecine, l'énergie, les revenus et de nombreux autres usages. Deuxièmement, et c'est très important, et surtout dans le contexte actuel, nous savons que l'utilisation durable des espèces sauvages est essentielle à l'identité et à l'existence de nombreux peuples autochtones et communautés locales. Et finalement, dans cette section, il est clair pour nous que garantir la durabilité de l'utilisation des espèces sauvages est critique et importante et centrale pour renverser la tendance mondiale au déclin de la biodiversité. Alors, regardons chacun de ces messages centraux, en particulier le deuxième. Alors, nous notons que lorsque nous regardons la documentation et aussi les contributions de grande valeur qui ont été faites lors des ateliers, nous savons que les espèces sauvages jouent des rôles essentiels dans le bien-être de beaucoup de peuples autochtones et communautés locales. Et la perte d'opportunité représente d'utiliser de manière durable ces espèces représente une menace existentielle pour les peuples autochtones. Et nous avons aussi certaines espèces qui sont clés au plan culturel. Ici, dans la photo, nous avons des membres des Anishinaabe qui sont en train de récolter un riz sauvage qui est un des principaux aliments des peuples autochtones dans cette région des Grands Lacs d'Amérique du Nord et qu'ils utilisent aussi dans des cérémonies et les rituels et qui fait partie de l'identité du peuple Anishinaabe. Aussi, nous notons que l'utilisation durable contribue au mode de vie des peuples autochtones et communautés locales et à travers la subsistance et aussi dans le commerce et dans les marchés formels et informels. Alors, ces espèces sauvages procurent des aliments, des médicaments, des sources d'énergie et d'autres ressources pour la vie. Et ceci est vrai partout sur la planète pour les peuples autochtones dans les pays développés et en développement.
La qualité des aliments qui proviennent d'espèces sauvages est meilleure que celle des aliments qui proviennent de l'agriculture industrielle et ils sont utilisés dans des cérémonies rituelles. L'utilisation des espèces sauvages sont une source d'emploi importante et aussi, il y a aussi du commerce sur de longues distances par les peuples autochtones et communautés locales existent depuis des milliers d'années. Nous notons aussi que les connaissances, les pratiques et les visions du monde, y compris la spiritualité, orientent l'utilisation durable par de nombreux peuples autochtones et communautés locales. Il y a des milliers de cultures à travers le monde. Mais on y trouve, il y a une grande diversité, mais on y trouve certaines valeurs partagées qui permettent la durabilité de ces espèces pour la génération actuelle et les générations futures. Et cela inclut l'utilisation de ces espèces avec respect et aussi la réciprocité. Si on utilise quelque chose et on aussi y contribue, on évite le gaspillage et on gère la récolte. Et aussi, on s'assure d'une distribution équitable de ces ressources. Et ce sont toutes des choses que vous savez. Je voulais simplement vous indiquer que nous avons inclus ces informations et comment nous les avons inclus dans ce rapport. Alors, nous avons essayé de capturer toutes ces choses en créant cette figure qui est une figure pour les décideurs. Vous voyez, à l'extérieur, vous avez la connaissance, la communauté, l'identité et la spiritualité sont le contexte dans lequel l'utilisation durable des espèces sauvages se déroule dans le cas des peuples autochtones et communautés locales. Et nous avons aussi une série de facteurs qui se trouvent dans le cercle interne de deuxième niveau. Et au centre, nous voyons la responsabilité et l'existence d'espèces sauvages abondantes et en santé qui font en sorte que c'est possible pour les peuples autochtones et les communautés locales et l'ensemble de l'humanité puissent les utiliser. Dans le troisième message clé, nous avons un point d'appui qui est centré sur les peuples autochtones et les communautés locales. Et c'est de noter que tout ce que nous avons dit dans la section A2 n'est pas théorique, c'est quelque chose que l'on peut voir sur le terrain. Les peuples autochtones gèrent la pêche, la cueillette et la récolte d'animaux terrestres et d'autres espèces sauvages sur une superficie de terre de 38 millions de kilomètres carrés dans 87 pays. Cela représente environ 40% des zones conservées terrestres, y compris beaucoup d'entre elles qui ont une biodiversité élevée. Et nous savons aussi que l'utilisation durable peut augmenter la biodiversité tout en appuyant le bien-être et les modes de vie. Dans la section B, nous avons regardé l'état actuel et les tendances dans l'utilisation des espèces sauvages. Nous avons noté que l'état et les tendances dans l'utilisation des espèces sauvages varient selon les types et l'ampleur d'utilisation et les contextes sociaux et écologiques. La durabilité de l'utilisation des espèces sauvages peut être touchée de manière positive ou négative par divers facteurs. Et puis, il y a certains éléments clés d'utilisation durable qui ont été identifiés dans des normes internationales et régionales.
mais il y a des ententes et des systèmes de certification, mais il y a au niveau des indicateurs, il y a des lacunes. Ici, nous notons qu'il y a beaucoup de facteurs qui menacent la capacité des peuples autochtones et communautés locales à maintenir et restaurer l'utilisation durable dans leur communauté et leur territoire. Et parmi ceux-ci, il y a des politiques nationales et sectorielles qui n'appuient pas les droits des PACL en ce qui concerne l'accès aux terres, aux territoires et les pratiques et l'utilisation durable coutumière. Et il manque des données là-dessus. D'autres facteurs négatifs à ce sujet sont la perte des langues autochtones et locales, des programmes d'éducation qui sont déconnectés des conditions locales, culturelles et environnementales, un manque d'attention sur les rôles des genres, et notamment Félix nous a rappelé le rôle des femmes. Et il y a aussi un autre facteur qui est l'intégration dans des systèmes économiques monétisés et de biens. Un autre élément, c'est que si on garantit les droits sur les terres et les ressources et le commerce, on peut encourager la conservation des ressources et l'utilisation durable. Et nous avons aussi noté que les saisies illégales des terres violent les droits des peuples autochtones et réduisent la sécurité alimentaire et ont tendance à mener à des résultats de conservation négatifs. Nous notons que l'éducation, la communication et la sensibilisation du public sont des facteurs clés de l'utilisation durable, mais ils ne sont pas priorisés en tant qu'option politique. Les les campagnes peuvent être plus efficaces lorsqu'ils font la promotion de temps passé dans la nature, lorsqu'elles respectent les cultures et les langues des PACL, lorsqu'elles incluent les femmes, les filles, les aînés et les jeunes, et qu'elles font la promotion de la transmission de connaissances intra- et intergénérationnelles. Et aussi, nous reconnaissons qu'ils sont ces connaissances et qu'il faut intégrer aussi les connaissances autochtones et traditionnelles. Il y a plusieurs, dans cette prochaine section, C, qui porte sur les éléments clés et les conditions pour l'utilisation durable des espèces sauvages. Nous avons trouvé que les instruments et les outils politiques connaissent du succès lorsqu'ils sont faits sur mesure aux conditions sociales et écologiques. Et lorsqu'elle inclut qu'elle appuie les droits et l'équité. Les instruments et les outils politiques sont plus efficaces lorsqu'ils sont appuyés par des institutions robustes et qui sont adaptées à la réalité. Ils sont alignés à travers des secteurs. Et aussi lorsqu'il y a des mécanismes participatifs. Et aussi la surveillance efficace des résultats sociaux, économiques et écologiques appuie des meilleures prises de décision. Et là, on voit aussi que les preuves scientifiques sont assez limitées et que les connaissances locales et traditionnelles et autochtones sont sous-utilisées. Nous avons noté que la conceptualisation de l'utilisation durable a un impact sur la création de politiques, mais les contextes culturels ne sont pas mis en évidence dans ces processus. Et cela mène à un manque de reconnaissance des pratiques des PACL et un manque de soutien à leurs besoins. Nous notons aussi que l'équité, les droits
et la distribution des avantages sont essentiels pour assurer l'utilisation durable. Il faut s'assurer que les petits producteurs ne soient pas des perdants lorsqu'il des mesures sont préparées qui font la promotion principalement d'intérêts de groupes qui sont déjà privilégiés. D'un autre côté, pour avoir une influence positive sur l'utilisation durable, il y a plusieurs éléments, comme par exemple le capital social, la garantie des droits et la participation dans la gouvernance et la reddition de comptes sont importants. Et la certification est souvent au-delà de la portée des petits producteurs, notamment les PACL. Ici, dans la photo, nous voyons un exemple du cas d'un animal des Andes qui s'appelle le vicuña et qui produit une laine. Et il y a un exemple de la distribution des bénéfices qui proviennent de cette laine. Alors, les systèmes de gouvernance robustes ont tendance à inclure des mécanismes participatifs qui incluent des lois coutumières et statutaires, qui elles incluent la participation des PACL dans l'élaboration des politiques. Elles reconnaissent aussi les différences genrées. Nous reconnaissons que le renforcement des institutions coutumières et les règles contribue souvent à l'utilisation durable des espèces sauvages. Ça peut réduire les conflits, accroître l'efficacité des politiques, ça peut réduire les coûts de surveillance et d'application et aussi appuie les dimensions de durabilité écologique, économique et sociaux. Mais les systèmes culturels sont rarement intégrés dans ces politiques. En ce qui concerne la surveillance, et c'est important de surveiller les aspects écologiques, socio-économiques de l'utilisation durable des espèces sauvages. Nous savons que beaucoup de PACL ont développé des pratiques de surveillance très bien développées, comme par exemple dans l'article du Canada, les Autochtones utilisent le goût des espèces qu'ils chassent pour déterminer leur état. Et aussi, il faut transmettre les connaissances d'une génération à l'autre. Et il y a des réseaux, de plus en plus de réseaux robustes qui sont des PACL, qui sont centrés sur la surveillance. Alors, les instruments et politiques sont plus efficaces lorsqu'ils incluent des systèmes de connaissances divers. Alors, il faut réunir les scientifiques et les détenteurs de connaissances autochtones et locales dans la coproduction de connaissances et cela améliore la prise de décision. Mais l'inclusion des PACL dans le développement des politiques doit être faite dans le temps. Bien sûr, il faut qu'il y ait un consentement libre, préalable et informé. Il faut une reconnaissance des deux systèmes. Il faut avoir aussi un engagement soutenu et il faut y avoir des protocoles sur l'accès. La section D du rapport regarde les voies et les leviers de promotion de l'utilisation durable dans un futur dynamique. Les messages clés. D'abord, l'utilisation durable dans l'avenir est confrontée par plusieurs défis, notamment les changements climatiques, l'augmentation de la demande de biens provenant des espèces sauvages et aussi les progrès technologiques qui rendent la récolte plus efficace. Alors, pour tenir compte de ces défis, il faut développer des changements transformationnels. Il faut avoir des interventions concertées
pour mettre en œuvre et généraliser ces actions. Nous savons que le monde est dynamique et ainsi, l'utilisation durable exigera une négociation constante et adaptative en ce qui concerne la gestion. Et il y a aussi, il faut avoir une vision commune de l'utilisation durable et inclure un changement transformationnel. Nous avons identifié 7 éléments clés qui pourraient être des leviers de changement. Nous les avons présentés de manière succincte. Il y a la prise de décision inclusive et participative, l'inclusion de formes de connaissances multiples, la reconnaissance des droits, distribution équitable des coûts et des avantages, des politiques faites sur mesure au contexte social et écologique, la surveillance sociale et écologique de l'utilisation des espèces sauvages, des politiques coordonnées et alignées et des institutions robustes qui sont statutaires et jusqu'à coutumières. Alors, nous notons, et ceci ressort des ateliers avec les PACL, que l'utilisation durable va bénéficier d'un changement transformationnel dans la conceptualisation actuelle de la nature. Considérer l'humanité comme étant un élément, une partie de la nature, serait une base pour développer une relation plus respectueuse et durable avec la nature. Nous avons noté quelques lacunes au niveau des connaissances en ce qui concerne la connaissance autochtone et locale dans l'utilisation des espèces sauvages, notamment des messages de co-développement des approches avec les PACL et pour intégrer la science et les connaissances autochtones et locales, la documentation des connaissances autochtones et locales sur l'utilisation durable, tout en tenant compte du consentement libre et préalable, des processus de surveillance et des indicateurs coproduits avec les PACL, développer des scénarios coproduits avec les PACL qui vont nous permettre de prévoir l'avenir futur et l'utilisation des espèces sauvages pour qu'ils soient plus durables, des approches pour appuyer et revitaliser les connaissances autochtones et locales et la gouvernance coutumière et la formation, le développement des capacités et le soutien des PACL pour qu'ils puissent mener des recherches. Donc, merci beaucoup pour votre attention et nous attendons avec impatience pour vos commentaires et observations. Donc, merci beaucoup. Questions et commentaires. Merci. Thank you all. Merci beaucoup. Fantastique. Merci, Marla, pour nous avoir présenté de ce sommaire des recommandations pour les décideurs politiques en matière d'utilisation efficace pour les décideurs politiques. Nous sommes un peu en retard. Nous avons plusieurs auteurs et autrices de l'évaluation qui nous ont joints avec nous. Il y a Marla des États-Unis, Ram Chaudhary du Népal, Marie-Christine Salem de France, Shalini Diani de l'Inde, Gabriela Lichtenstein d'Argentine et Patricia Chanley des États-Unis. Ils sont toutes et tous ici présents pour répondre à vos questions. On vous invite à écrire vos questions dans la boîte de clavardage ou la section questions et réponses et
et nous allons distribuer les questions avec les auteurs ici présents et y répondre. Donc, utiliser l'une ou l'autre de ces fonctions, soit la boîte de clavardage ou la fonction questions-réponses. Et sans doute, au fur et à mesure de la discussion, nous allons peut-être donner la parole directement à des participants qui sont présents aujourd'hui. Alors, pour commencer, il y a déjà des volontaires qui nous ont signalé leur intérêt de partager certaines observations. Malheureusement, Annelle n'a pu se joindre à nous, mais je vais donner la parole à Ruth Spencer pour partager vos points de vue sur ce qu'on vient d'entendre. La parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. C'est fantastique de voir le nombre de personnes qui soignent le processus. Mes réflexions, donc, en tant que participatrice dans différentes étapes de l'évaluation, je trouve que ce sont des conclusions très inclusives et ont une grande portée, qui sont très transparentes. Et nous avons eu, lors des séances d'atelier, avons eu l'opportunité de poser des questions, obtenir des clarifications. Et ce qui est très important, c'est que vraiment l'information était disponible en temps opportun, de façon à ce qu'on puisse les étudier, les analyser, les discuter au niveau local, donner nos recommandations, nos observations on sentait qui étaient nécessaires. Et les ateliers étaient un long processus stimulant où nous avons discuté différents concepts de façon à alimenter le processus de préparation du rapport. On nous a toujours dit que rien n'était final tant et si longtemps que ce n'était pas adopté formellement. Et ce principe même m'a rappelé de certains articles fondamentaux comme l'accès à l'information, la participation active au processus, ce qui est très important dans l'évaluation et dans le processus, et que cette évaluation est partie prenante d'un processus holistique, plus large. Ce que je veux dire, c'est que cela se canalise vers la réalisation de la Convention sur la biodiversité, l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable. Et il y a tellement de synergies qui peuvent être construites avec les voix locales quand ces voix sont entendues et sont partie prenante du processus et y participent activement. Et lorsqu'on regarde l'avenir et comment aller de l'avant, on voit que les approches basées sur les droits humains est utilisée. Cela est efficace. Comme vous le savez, nous, comme peuple autochtone et communauté locale, nous mettons notre vie en jeu pour protéger, garder, protéger et surveiller la nature, l'accompagner pour favoriser l'offre de biodiversité à l'ensemble de l'humanité. Et parfois, nous payons les conséquences pour protéger la nature et nous mobilisons notre savoir. Et j'invite les auteurs et autrices, les félicite de nous avoir offert un espace inclusif pour y participer à ce processus d'évaluation. Et nous espérons que nous continuerons ce processus à continuer à le renforcer, le solidifier et que nous ayons ces mécanismes pour partager nos savoirs traditionnels dans l'ensemble de ce type de processus en synergie. Merci beaucoup, Ruth, pour avoir mis déjà sur la table différentes réflexions dans l'importance de la participation des savoirs autochtones et communautés locales dans ces processus d'évaluation. Nous avons plusieurs questions qui passent dans le système de questions-réponses. J'aimerais les poser à nos panélistes, en particulier à Marla, peut-être Marla pour se préparer à y répondre. L'une des questions que nous avons reçues et que je poserai et vient de Donald Rojas et il dit qu'il n'a pas vu clairement
les impacts négatifs de certaines politiques de conservation et comment cela a un impact sur la réalité et la vie quotidienne des peuples. Alors, peut-être vous avez une vue critique sur ces politiques de conservation qui parfois sont négatives. Oui, effectivement, on l'a senti, on l'a vu refléter. Nous avons noté que les politiques étatiques de différents types peuvent avoir un impact négatif sur l'utilisation durable des espèces sauvages, que ce soit en matière d'infrastructure, leur impact sur les aires protégées. Donc oui, effectivement, nous avons observé cela dans notre évaluation. Merci beaucoup, Marla. Une autre question. Qu'est-ce qu'on veut dire par des scénarios co-développés avec les peuples autochtones et les communautés locales? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'on parle du développement de scénarios, peut-être je donnerais la parole à Maria Gassaya, qui a été celle qui orientait le développement du chapitre 5. Mais quand on parle de scénarios, fréquemment, on les développe en conservation et en dialogue avec la participation des communautés locales et en particulier les communautés autochtones. Maria, tu veux intervenir sur ce point peut-être? Je vais lui donner un moment pour intervenir. Peut-être elle n'est pas en mesure de se joindre avec d'ouvrir son micro, quoi. Nous avons une autre question de Ronald Orenstein. Mon plus grande préoccupation, c'est que les actions qui sont entreprises pour promouvoir la durabilité, parfois créent des effets pervers qui favorisent, par exemple, l'exploitation industrielle du territoire. Comment s'assurer que les conclusions de ce rapport ne soient pas mal utilisées? C'est une très bonne question, effectivement. Nous avons compilé et nous avons porté une attention avec douleur, il faut le dire, en soulignant les effets du crime organisé et des récoltes illégales des espèces sauvages et comment il est important de les attaquer de front et en développement des politiques et de mise en œuvre qui puissent confronter ou éliminer, au moins réduire, si ce n'est pas possible, d'éliminer l'utilisation durable des espèces sauvages. Nous avons aussi souligné qu'un des défis importants au niveau de l'utilisation durable des espèces menacées, c'est la portée, l'envergure industrielle de l'exploitation du territoire et de l'impact sur les espèces sauvages au niveau du crime organisé. Il y a des entités politiques qui utilisent le commerce illégal des espèces sauvages comme une source de revenus illégale, illicite. Donc, évidemment, ce sont des enjeux importants qu'il faut aborder de front. Merci beaucoup, Marla. Nous avons quelques questions de plus et ensuite, nous allons passer à la prochaine évaluation. Nous avons un commentaire de Faisal Moula qui souligne comment les gouvernements, avec la conversation souvent focus sur les espèces menacées et non pas sur l'ensemble des espèces sauvages qui ne sont peut-être pas menacées, mais qui ont un impact, une importance à grande échelle pour les humanités. Est-ce que vous avez noté, par exemple, aux États-Unis, un soutien par des politiques sur des espèces non pas menacées, mais qui sont centrales à la vie et aux moyens de subsistance? Je ne peux pas malheureusement répondre à cette question spécifiquement sur les États-Unis, mais lorsque j'étais au sein des forces de recherche
J'ai pu observer que les tribus et les clans Anishinaabe, entre autres, où on a développé une étude de cas sur le riz sauvage, je l'ai souligné, et l'impact sur les espèces sauvages dans cette région. Et je dois souligner qu'il y avait une excellente collaboration avec les États-Unis et les clans Anishinaabe, les nations Anishinaabe et Ojibwa sur cette problématique du riz sauvage. Et j'ai moi-même personnellement travaillé durant les 25 dernières années avec la nation iroquoise et sur ce qu'on doit absolument mettre une emphase sur un point central dans la région de Niagara et comment les espèces actuelles étaient aussi menacées par des espèces invasives qui sont des exemples additionnels aux États-Unis que je connais parce que j'y ai travaillé directement, mais je serais très intéressé à partager si vous voulez me contacter directement ensuite au séminaire. Ce sont quelques-uns des exemples qui me viennent en tête, mais il y en a plusieurs, effectivement, en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Marla. Je crois que nous allons maintenant passer à la présentation de l'autre rapport sur l'évaluation de la diversité des valeurs et la valorisation de la nature. N'hésitez pas à continuer à exprimer vos questions. Et parfois, certains des membres et auteurs des évaluations pourront y répondre et nous allons en faire la synthèse. Et si on n'y répond pas d'ici la fin de la session, vous pouvez toutefois les envoyer par courriel à mon intention. J'inclurai mon adresse courriel à la fin dans le chat et on pourra faire un suivi si vous sentez que vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question ou d'y avoir une réponse à cause du manque de temps. Alors, merci beaucoup à nouveau Marla et ainsi que tous les auteurs et autrices qui ont participé à l'évaluation. Et merci aux participants qui ont partagé leurs réflexions. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Maria Cantu qui va faire la présentation de l'évaluation sur la biodiversité des valeurs et la valorisation de la nature. Oui, merci beaucoup, Peter. Je voudrais prendre un petit moment pour remercier les organisateurs et organisatrices pour créer cet espace pour connecter et échanger des idées sur la diversité des valeurs et la valorisation de la nature et le rapport qu'on partage. Et merci aussi aux participants et participantes qui sont présents aujourd'hui. Je suis Maria Gandou. Je suis membre de l'unité de soutien sur la diversité des valeurs avec plusieurs autres, dont Elena Azas. Et j'aimerais vous présenter quelques faits saillants de ce rapport. Prochaine diapositive. Alors, nous allons présenter la présentation en présentant l'évaluation des valeurs et comment ça a été préparé et vous présenter certaines conclusions principales qui alimentent la réflexion pour les décideurs politiques. Donc, les valeurs l'évaluation des valeurs, donc, cherche à répondre à des questions par l'entremise de 6 chapitres. Donc, le premier chapitre s'est centré sur comment les valeurs de la nature ont été prises en compte précédemment dans le passé et pourquoi cette évaluation est nécessaire. Et répondre aussi au niveau du chapitre 2, comment donner du sens aux multiples façons dont les gens comprennent, relient et valorisent la nature. Et dans le chapitre 3, nous avons tenté de rendre visibles les diverses valeurs de la nature à travers des méthodes et des études d'évaluation et comment les choisir les plus appropriées à chaque contexte. Durant le chapitre 4, nous avons approfondi la question de comment les diverses valeurs sont importantes dans la prise de décision et l'élaboration des politiques. Dans le chapitre 5, nous avons répondu à la question de comment de nombreuses voies sont sous-tendues par de multiples valeurs, pourraient-elles conduire à des avenirs justes et durables? Et dans le chapitre 6, nous avons tenté de répondre à la question comment combler les lacunes dans les connaissances et développer les capacités clés pour réaliser ces futurs tout en s'attaquant à la crise environnementale actuelle. Donc, comme je le disais, le rapport est composé de 6 chapitres
où nous avons un résumé des principales conclusions, l'intention des décideurs politiques, qui comprend 10 messages clés. Et nous avons organisé ces messages clés dans 4 sections, donc qui sont les suivantes. Une section sur la compréhension des diverses valeurs de la nature, une autre sur les mesures et comment rendre visibles les valeurs de la nature. Troisièmement, tirer parti des diverses valeurs de la nature pour un changement transformateur en faveur de la durabilité et intégrer les valeurs de la nature pour une prise de décision transformatrice en faveur de la durabilité, qui était la 4e section, avec 7 encadrés intercalés qui présentent des définitions clés et des exemples concrets. Alors, comment ce rapport a-t-il été préparé? 95 experts, et dont 18 venaient des communautés locales et communautés autochtones, de 47 pays qui parlent 51 langues. Plus de 200 auteurs ont contribué aux 6 chapitres. Et c'est une seule personne. Personne n'avait fait réaliser cet effort seul. Ça lui aura pris 19 ans à faire vraiment compiler toutes ces contributions, alors qu'une multiplicité d'acteurs a permis d'être beaucoup plus efficace. Alors, si vous voulez bien, je vais vous parler des résumés des principales conclusions pour les décideurs politiques. 2 en particulier qui sont très ciblés sur les besoins et les savoirs des communautés autochtones et locales, mais sont bien sûr aussi très importantes, ces conclusions, pour le reste de l'humanité, les autres groupes de la société. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, est comment la présentation, le rapport est présenté, ça ne suit pas nécessairement l'ordre des messages clés du document, mais avec l'intention de bien organiser. Alors, nous avons une section A sur la valeur de la nature et la section B sur les méthodes et les outils. Et ces monnaies vont présenter au niveau de la prise de décision et les valeurs et des futurs durables. Alors, sans plus tarder, je donnerai la parole à Simonet. Merci beaucoup, Mariana. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Oui, bonjour à toutes et tous. J'aimerais prendre une minute pour remercier votre présence ici, toutes les organisations des communautés locales et autochtones qui ont participé au processus et qui nous rejoignent aujourd'hui, et aussi pour le travail important de TSU, Mariana, Peter, tout le travail qu'ils ont réalisé pour contribuer à cette élaboration de l'évaluation. Je vais vous présenter la sélection A qui offre une meilleure compréhension de quelles sont les valeurs de la nature et que sont les différents concepts qui sont associés, qui soutiennent cette approche, comment nous pouvons améliorer et développer notre compréhension des valeurs et évidemment alimenter la prise de décision. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, une des principales conclusions de notre recherche, c'est que les valeurs, il y a une grande diversité de valeurs, mais il faut avoir une compréhension partagée pour être à la même page au niveau des concepts et de ce que sont les valeurs. Alors, les valeurs reflètent les buts de vie, les croyances et les principes généraux qu'ils ont aussi. Et la conclusion principale, c'est que les valeurs sont très diverses et varient considérablement selon les visions du monde, les systèmes de connaissances et les langues. Et cette diversité a des conséquences pour l'évaluation et la prise de décision. Bien sûr, comme vous le savez, dans l'IPES, nous avons une révision détaillée de la documentation et de différentes sources de preuves qui proviennent notamment des
peuples autochtones et communautés locales. Nous avons eu des ateliers avec ces groupes et lorsque nous avons revisé les documents politiques, nous avons conclu que la plupart des approches qui sont utilisées dans l'élaboration de politiques priorisent un ensemble très étroit de valeurs relatives à la nature et ignorent très souvent les valeurs liées aux visions du monde des PRCL. Et ces valeurs sont basées sur le marché, sont instrumentaux, et d'autres valeurs, comme par exemple les valeurs relationnelles des peuples autochtones, mais aussi d'autres groupes de la société qui ont des valeurs relationnelles avec la nature qui ne sont pas prises en compte pleinement ou pas du tout par les décideurs. Et aussi, les décideurs ont le potentiel d'assurer une considération plus équilibrée des diverses valeurs de la nature. Alors, nous avons développé une typologie des valeurs qui vise à être plus inclusive la diversité des valeurs. Et une des conclusions que nous avons développées, c'est qu'il n'y a pas de distinction chez les Autochtones entre la nature et l'humanité. Et l'humanité fait partie de la nature et les valeurs qui s'appliquent à la nature telles que vues par la science peuvent s'appliquer aussi aux relations entre les êtres humains. Il y a beaucoup de philosophies et de principes que l'on voit dans beaucoup de groupes, comme par exemple le Buen Vivir et autres, reflètent cela. Et avec cette typologie, nous sommes éloignés nous sommes partis plutôt des visions du monde et des systèmes de connaissances, notamment différentes langues. Et aussi, nous avons reconnu l'existence de valeurs générales, comme par exemple la réciprocité, l'équité, qui sont des principes d'orientation. Ensuite, il y a des valeurs spécifiques qui sont liées à des paysages, par exemple les montagnes, ou des espèces particulières, comme on le voit en Nouvelle-Zélande ou en Chine, ou qui sont liées à des écosystèmes particuliers. Et ensuite, nous avons des indicateurs de valeur. Il faut avoir une surveillance, il faut mesurer et ces mesures peuvent être développées par les peuples autochtones et les communautés locales ou encore avec eux, comme par exemple la vitalité des langues autochtones. Alors, il y a des mesures qualitatives et aussi qui vont nous aider à évaluer cette diversité. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue qui va faire la présentation sur la section 2, Tuyeni. Merci, Simone, et merci de me donner cette opportunité de faire la présentation sur cette section du rapport qui est du 3e chapitre. Dans le chapitre 3, nous regardons les différentes méthodes et approches et les pratiques qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont pour essayer de comprendre et d'identifier les différents types de valeurs que Simone a mentionnées. D'abord, de la même manière que les 2 premiers chapitres ont essayé de développer une compréhension partagée de ce que sont les valeurs. Dans l'évaluation, nous avons déterminé que l'évaluation est un processus qui utilise différentes procédures et méthodes pour rendre les valeurs visibles, pour déterminer leur existence et les mesurer, et aussi pour identifier le rôle que jouent ces valeurs. Et c'est extrêmement important dans tout processus de prise de décision. Et à travers une révision
détaillé de plus de 1200 articles et nous avons essayé d'identifier les différentes méthodes et approches qui sont utilisées dans différents contextes. Nous avons pu identifier autour de 50 méthodes d'évaluation et d'approche qui sont disponibles, qui existent et qui sont utilisées et disponibles pour les décideurs. Et ils proviennent de différentes disciplines et systèmes de connaissances. Il n'y a aucune discipline qui a développé toutes ces méthodes. Et lorsque l'on regroupe ces méthodes et lorsque l'on regarde les informations qu'ils utilisent et d'où viennent ces informations, nous avons identifié, ça nous a permis d'identifier 4 familles larges et disciplinaires de méthodes et ils regroupent des méthodes de différentes disciplines de sorte que nous les considérons neutres par rapport aux disciplines. Nous avons aussi trouvé que les relations de pouvoir sont une constante dans ces relations. Ils déterminent quelles valeurs sont reconnues et les valeurs de qui sont reconnues notamment à travers les informations qui sont utilisées dans le processus de prise de décision. Et c'est quelque chose qu'il faut évaluer, gérer constamment dans les processus d'évaluation. Comme j'ai dit, nous avons identifié 4 familles de méthodes d'évaluation et nous avons identifié les forces et les faiblesses de ces différentes méthodes, familles de méthodes. Nous avons aussi reconnu comment ces évaluations sont utilisées dans les peuples autochtones et communautés locales. Et nous avons évalué qu'il y a un risque de ne pas tenir compte les éléments culturels qui sont inhérents dans les formes de vie des peuples autochtones et communautés locales. Dans certains cas, dans certaines approches et méthodes d'évaluation que nous avons identifiées qui proviennent des peuples autochtones et des communautés locales, dans certains cas, ils peuvent sembler être similaires aux méthodes et approches qui proviennent d'autres disciplines, mais si on essaie de tout mettre dans une boîte, des boîtes développées selon des méthodes scientifiques est risqué. Et nous avons spécifié cela dans notre évaluation. Nous avons lancé un appel très ciblé auprès de 76 experts et détenteurs de connaissances autochtones et communautaires sur des types de modes de vie. Et nous leur avons posé des questions sur comment ils procédaient à leurs évaluations. Nous avons reçu 36 réponses que nous avons utilisées pour essayer de comprendre les processus d'évaluation des peuples autochtones et communautés locales. Et ce qui est ressorti clairement, c'est qu'ils mènent ces évaluations sur le terrain en tenant compte de leur vision du monde. Et ils ont des procédures établies au plan local pour faire ces évaluations. Et quelque chose qui est particulier par rapport à ces évaluations, c'est qu'ils tiennent compte pas seulement d'informations particulières, mais qu'ils peuvent aussi inclure des informations d'ancêtres, d'espèces non humaines, des paysages et d'aspects spirituels, d'êtres spirituels.
Et ce n'est pas limité à ce qui est visible et pressant, comme on le voit dans les approches scientifiques occidentales. Ainsi, cette méthodologie d'évaluation, puisqu'elle est basée sur des principes de réciprocité et de responsabilité, peuvent offrir de nouvelles perspectives pour améliorer les processus d'évaluation. Lorsque nous avons révisé les méthodes qui sont utilisées au-delà des communautés locales et peuples autochtones, nous avons vu qu'avec le temps, les méthodes d'évaluation ont évolué et qu'il y a une participation, mais et les gens qui sont ces évaluations fournissent surtout des informations et des données plutôt que l'analyse ou l'interprétation de ces données. Et aussi le processus de prise de décision sur comment l'évaluation va être faite. Cette participation est limitée ainsi. Alors, il y a 3 facteurs principaux qu'il faut prendre en considération, et toujours dans toute évaluation. Et ce sont les 3 R en anglais. Il y a la pertinence, les ressources requises et la robustesse. Et il faut développer un équilibre en ce qui concerne la pertinence, la robustesse et l'accès aux ressources. Il faut que l'évaluation soit pertinente pour les personnes impliquées qui parlent réellement de la situation, que c'est fiable et que c'est mené au niveau des ressources, qu'il y a les compétences requises pour faire ces évaluations correctement. Et la plupart des processus d'évaluation ont 5 étapes que l'on peut voir dans le graphique. Et il faut s'assurer qu'il y a un équilibre entre ces 3 facteurs de pertinence, disponibilité de ressources et notamment des compétences et la robustesse. Maintenant, je vais passer la parole à Elena. Merci. D'abord, c'est un honneur pour moi de partager cette expérience avec autant d'Autochtones qui luttent pour leurs droits. Et ce que nous allons présenter dans les 2 prochaines diapositives, c'est un résumé de ce que les auteurs ont produit dans les chapitres 4 et 5 principalement. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que les politiques sont plus inclusives des peuples autochtones? C'est en reconnaissant et en respectant les visions du monde, les valeurs et les connaissances traditionnelles des PACL et aussi en reconnaissant leurs conventions, leurs normes et leurs règles qui appuient leurs droits, leur territoire et leurs intérêts. Et c'est seulement si on prend en considération toutes ces valeurs situées dans l'espace et des valeurs collectives dans la prise de décision, cela peut-il mener à des résultats plus équitables et durables? Ainsi, il faut avoir une transformation des structures de pouvoir existants qui considèrent les valeurs de la nature dans les prises de décision. Et cela peut être un potentiel pour négocier les conflits qui peuvent surgir lorsque l'on n'identifie pas et n'anticipe pas cette diversité de valeurs. Nous reconnaissons qu'il y a une crise mondiale de la biodiversité et pour obtenir un avenir juste et durable, il faut avoir un changement au niveau de l'ensemble du système qui est fondamental.
Alors, il y a plusieurs voies qui peuvent être utilisées pour cela, mais il faut assurer d'inclure les voies qui proviennent des visions du monde et des systèmes de connaissances des PACL, comme par exemple les Ubuntu soulignent que pour appuyer ces changements transformationnels, les PACL doivent continuer d'exiger la reconnaissance et le respect des valeurs diverses. Il faut créer des réseaux pour encourager l'apprentissage entre pairs et aussi permettre une plus grande participation dans la prise de décision. Pour cela, il faut développer des structures de gouvernance qui donnent la voix à ces acteurs et à leurs valeurs dans les processus de prise de décision, y compris la délibération publique et l'engagement des citoyens. Et maintenant, je vais redonner la parole à Simone. Merci beaucoup, Elena. Comme Elena a expliqué, les valeurs alignées sur la durabilité, y compris ceux des PACL, peut guider la conception et la mise en œuvre d'instruments politiques transformationnels et d'initiatives. Et dans l'évaluation, nous reconnaissons les grandes valeurs de la durabilité et la justice comme des principes directeurs. Ils sont liés aussi avec les objectifs de développement durable et aussi avec les perspectives mondiales sur la biodiversité et aussi, cela reflète aussi des politiques locales existantes. Alors, ces valeurs alignées sur la durabilité ont une influence sur les interactions des populations avec la nature et avec les uns avec les autres. Et cela est provenu de beaucoup de soumissions que nous avons reçues des peuples autochtones et des communautés locales. Alors, nous devons développer la capacité, pas seulement des PACL, et comme l'a dit Marla plus tôt, mais aussi ce qui est important, ça a été souligné par les PACL dans les dialogues que nous avons eus à Mexico. Et aussi, il faut développer aussi la capacité des décideurs et de manière à reconnaître les asymétries de pouvoir et d'équité et à encourager l'apprentissage social. Et aussi, il faut combler les lacunes d'information, de ressources et de capacités qui empêchent une vraie inclusion des valeurs dans la prise de décision. Et finalement, les valeurs que nous reconnaissons, détenues, exprimées par les peuples autochtones et les communautés locales, peuvent inspirer différents modèles de gouvernance socio-environnementale. C'est très important à souligner. On veut souligner donc que la gouvernance collaborative et la co-conception des plans politiques de gestion offrent des possibilités d'inclusion et de représentation accrue des peuples autochtones et communautés locales dans la prise de décision. Il est ainsi important d'aborder la perte des langues, des savoirs et des valeurs des peuples autochtones et communautés locales, et cela peut être abordé par le biais de politiques intégrées visant à reconnaître la diversité bioculturelle et les droits territoriaux. Dans l'évaluation, nous avons développé des études de cas qui sont basées sur les philosophies du bien-vivre qui reconnaissent à travers le monde différentes cosmovisions des communautés locales et peuples autochtones, mais qui sont très diversifiées, mais très diversifiées, mais qui adoptent des principes communs. Basés sur, par exemple, cette vision du bien-vivre qui peuvent inspirer différents changements dans les constitutions et les politiques mondiales en matière de droits de la nature. Et cela est
associé avec une politique de vie, avec ce lien étroit entre le peuple et la nature, que ce soit dans la région amazonique ou dans les régions andines ou que ce soit les mouvements de défense des droits, mais il est important de reconnaître que la réintégration, que les normes et les règles doivent être transparentes avec les façons de faire des communautés locales et peuples autochtones. Alors voilà, c'était la fin de ma présentation. Je redonne la parole à Mariana. Merci beaucoup, Simona et Elena et Tuyani. Alors voilà, c'est ce que nous voulions présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, nous attendons avec impatience vos commentaires, observations, vos questions dans la boîte de clavardage ou dans le module questions-réponses. Merci beaucoup à toutes. Nous apprécions beaucoup votre présentation et prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui et partager les résultats importants de l'évaluation des valeurs. Comme Mariana nous l'a juste dit à l'instant, nous attendons vos questions, vos observations, commentaires, soit par le module de questions-réponses ou par le boîte de clavardage. Au niveau des auteurs, nous avons avec nous aujourd'hui Simone Aitaide, que vous avez entendu, Elena Lassos du Mexique, Tuyini Heita Mampamba du Tanzanie et Gabriel Ricardo Menemoga Soto de Colombie, alors qui pourront répondre à vos questions directement dans le chat. Et pour lancer le bal, nous avons invité deux représentantes des peuples autochtones. Alors, j'aimerais donner la parole d'entrée de jeu à Georgie Carigno des Philippines. Alors, Georgie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Peter. Alors, j'aimerais peut-être partager quelques réflexions. Merci de me donner cette opportunité. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier et féliciter les auteurs pour cette évaluation des valeurs. Je crois que ça arrive à point. Et heureusement, ce n'est pas trop tard pour que vraiment cette évaluation des valeurs ait un impact à la lumière de l'évaluation mondiale 2019 dans le cadre de ce nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Ces réflexions et ce rapport sont très importantes pour encadrer, définir et mener à la finalisation et le peaufinement des valeurs et des objectifs de la biodiversité dans le cadre mondial post-2020. Alors, on croit qu'il est important, effectivement, comme à l'instar de l'ICBES, de focuser sur l'évaluation des valeurs et stimuler les discussions, en particulier les valeurs relationnelles, peuvent effectivement consolider les négociations du cadre mondial post-2020 sur la biodiversité. Cela doit inclure la reconnaissance des peuples autochtones, et des communautés locales et la diversité de leur système de valeurs et vraiment leur rapport réciproque à la nature en rapport avec les peuples et l'humanité en général. Les peuples autochtones, les communautés locales sont souvent peu visibles dans l'identification des stratégies mises en place à cause, par exemple, d'une marchandisation, des approches basées sur le marché, l'utilisation du territoire et qui vont à l'encontre de la vision des communautés sur la conservation. J'aimerais souligner les messages clés de cette évaluation de l'ICPES. Il y a une pertinence importante pour le cadre mondial sur la biodiversité post-2020 qui est en cours de négociation. Ces messages clés abordent directement les défis que confrontent les communautés locales et les peuples autochtones lorsqu'on essaie de proposer des changements au texte de négociation. Il est clair à la lumière de l'évaluation que la prise de décision priorise
un éventail très étroit de valeurs en rapport avec la nature et qu'il faut l'élargir et que les valeurs des peuples autochtones et des communautés locales sont sous-valorisées. Alors, je crois qu'on peut utiliser l'évaluation comme un levier. Mais d'un côté positif, l'évaluation souligne que les décideurs politiques ont le potentiel et ont la capacité de mieux prendre en compte les valeurs des peuples autochtones et des communautés locales. Par exemple, en endossant certaines des propositions formulées par les communautés locales et les peuples autochtones de façon à ce qu'on puisse atteindre une meilleure durabilité et une plus grande justice sociale. En particulier, l'enjeu de la gouvernance et les structures de gouvernance. On le sait que c'est un espace intergouvernemental et un processus intergouvernemental, mais la diversité des approches doivent miser sur une gouvernance équitable qui prenne en compte pleinement la perspective des peuples autochtones dans les négociations. Lorsqu'on travaille sur des nouvelles conventions, nouvelles normes, nouvelles règles, régulations, il est important donc prendre en compte les perspectives des valeurs en rapport avec la nature. J'aimerais souligner qu'il y a un potentiel d'éviter les tensions et les conflits dans les négociations actuelles du cadre post-2020. Il est possible d'éviter ces conflits entre valeurs pour pouvoir consensuer un texte commun, par exemple, utiliser une approche basée sur les droits humains, élargir la perspective de planification spatiale, la reconnaissance de l'importance de l'eau sur les territoires autochtones, que ce soit au niveau de l'information de séquençage numérique, donc adopter une perspective autochtone sur tous ces enjeux et mettre en place des mécanismes de suivi, de surveillance à partir des communautés, un suivi sur les institutions mondiales de gouvernance et qu'on puisse mesurer jusqu'à quel point nous faisons bien, nous atteignons nos objectifs communs au niveau mondial dans ces politiques. Merci. En conclusion, à l'opportunité offerte par les BES pour participer avec nos voix autochtones et communautés locales dans ces processus. Et je crois que c'est prometteur pour ancrer, insérer et intégrer les valeurs autochtones et la communauté locale dans tous ces processus. Donc, comme Ruth l'a souligné, je recommande fortement l'intégration et l'appropriation de cette évaluation des valeurs. Merci beaucoup, Georgie, d'avoir partagé vos perspectives à partir d'une vision autochtone. J'invite les participants et les participantes à continuer à exprimer vos observations, questions dans la boîte de clavartage. Évidemment, le temps passe, le temps file. Peut-être nous n'aurons pas autant de temps qu'on aimerait pour pouvoir répondre à toutes les questions ou à partager toutes les observations, mais j'aimerais passer la parole sans tarder à Yesenia Hernandez du Mexique pour pouvoir réagir à partir de sa perspective de la présentation du bilan aujourd'hui présenté. Merci beaucoup, Peter. Je vais parler donc en espagnol, alors assurez-vous de bien mettre l'interprétation. Cette évaluation, je la reconnais que c'est un processus important qui alimente fortement et de façon solide la prise de décision. Lorsqu'on a approuvé ce document, j'étais très enthousiaste parce que l'évaluation a créé quand même quelques des tensions au sein des communautés autochtones. Je crois que cette évaluation et l'aborder ce thème était très essentiel, était fondamental, et c'est la première fois que la communauté internationale analyse ces méthodes d'évaluation et de valorisation de la nature. Et c'est un processus en continu. Nous avons participé activement pour apporter et contribuer à l'évaluation.
Et évidemment, cela met en exergue, en évidence, les défis que nous confrontons comme peuple autochtone, le déplacement forcé, les assassinats sur les défenseurs de la nature, parce que sur la base de nos valeurs, nous défendons la nature. Donc, nous voyons un nouveau important de conflictivité entre ces valeurs au niveau du point C6 et dans le cadre de la Convention post-2020 sur la biodiversité, il y a vraiment un défi de construire une harmonie avec la nature et cette évaluation vraiment nous donne plusieurs éléments pour pouvoir penser, réfléchir et développer des actions concrètes pour créer cette synergie avec la nature. Il y a plusieurs contributions très importantes que je ne vais pas commenter en détail ici, mais lisez le document, vous allez en prendre connaissance, mais il y a aussi une reconnaissance de notre façon de valoriser et c'est important que ce soit intégré par tous les éléments et tous les strates de la société, pas seulement les couches populaires, mais aussi les gouvernements. Parfois, on nous accuse d'une vision réduite du développement, mais au contraire, je crois qu'il y a important de miser sur cette différence des valeurs et pouvoir créer un cadre commun, favoriser le dialogue, le partage des savoirs traditionnels avec équité et que cela puisse contribuer à une prise en compte dans la prise de décision de ces valeurs de façon à surmonter les conflits sociaux environnementaux qui existent et qu'on observe au quotidien sur notre territoire lorsque des valeurs dominent d'autres valeurs. Alors, il est important de créer des espaces de socialisation, de communication comme celui d'aujourd'hui, de cette évaluation, mais il y a évidemment tout un ensemble d'informations pour pouvoir valoriser, mais je crois qu'il est, c'est un appel aussi de mettre sur pied des processus de co-valorisation de la biodiversité, pouvoir créer une meilleure relation, une meilleure harmonie avec la nature et de façon à ce qu'on ait des actions solides et transformatrices. J'invite au nom des communautés locales, des peuples autochtones, c'est que vivre en lien avec la nature, c'est notre façon de vivre. Nous avons souffert plusieurs obstacles à cause de l'imposition de schèmes et de modèles différents. Mais évidemment, nous avons été toujours sur le pied de lutte pour pouvoir défendre ces façons de faire, façons de vivre. Je crois que cette évaluation vraiment reprend cette vision et nous espérons que ce rapport étroit et harmonieux avec la nature soit adopté, approprié par l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup. Merci énormément, Yesenia, pour vos réflexions, pour cette invitation, ainsi que les décideurs politiques et les communautés locales et populaires pour adopter, s'approprier de ces visions qui sont condensées dans cette évaluation. Le temps passe, le temps file. Plusieurs auteurs présents ont répondu à certaines des questions qui ont été soulevées dans le chat et il y a plusieurs questions qui ont été soulevées dans les questions et réponses. Je crois que la majorité des questions qui ont été soulevées ont été répondues aussi par les auteurs et autrices dans le chat. Si vous avez d'autres observations, réflexions que vous croyez qu'ils n'ont pas été suffisamment bien partagées, n'hésitez pas à me contacter à la fin de la séance, me contacter directement. Je vais m'assurer qu'elle soit canalisée au bon endroit pour je vais donc inscrire mon courriel dans la boîte de clavardage. Assurez-vous de bien prendre en note mon courriel et faire un suivi. Vous pouvez m'envoyer et nous allons bien sûr garder un historique de la boîte de clavardage et pouvoir bien tous les points et faire un suivi de façon à répondre bien aux questions et à condenser les observations si vous avez le sentiment que on ne l'a pas fait de façon satisfaisante. Nous aimerions très rapidement faire un survol des prochaines étapes et ça répond à certaines questions qui ont été soulevées lors de discussions. Alors, évidemment, des versions visuelles du résumé pour les décideurs politiques seront bientôt disponibles dans plusieurs langues et seront disponibles sur le site web de EBS. Et comme cela a été souligné par plusieurs des intervenants, ça peut être des outils, des leviers, ça peut être utilisé par différents acteurs, y compris les décideurs politiques. Et donc, nous allons nous assurer que ce rapport et ces rapports sont disponibles et ces résumés sont dans les 6 langues officielles de l'ONU.
Et nous allons aussi produire un document sur les messages et les textes des chapitres particulièrement pertinents pour les peuples autochtones et les communautés locales. Et nous allons donc mettre en exergue les faits saillants de ces messages de façon que ce soit facile pour que toutes et tous vous puissiez les trouver rapidement. Ils seront disponibles aussi sur le site web. D'autres matériaux peuvent être créés avec des organisations partenaires, y compris avec BestNet. Alors, si vous avez des recommandations de matériel à partager, n'hésitez pas à me contacter. Le type de produit que vous aimeriez qu'il soit produit, ça canalisera nos efforts pour pouvoir préparer différents outils dans différentes langues. Donc, ce sont un appel à contribution ici pour pouvoir identifier les prochaines étapes que vous aimeriez voir dans ce processus. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer maintenant la parole pour les mots de clôture à Lucie Molenke, qui est aussi coprésidente du Forum international autochtone sur la biodiversité. Lucie Molenke, la parole est à toi. Merci beaucoup, Peter. Merci à toutes et tous. Peter, tu as sans doute fait un sommaire, un résumé très efficace. J'ai vraiment apprécié comment s'est développée cette discussion tout au cours de cette séance aujourd'hui, de ce séminaire virtuel. Je crois que c'était une approche très inclusive et au nom de mon coprésident Ramiro, et à l'instar de ce qu'il a dit, je crois que ce dialogue et cette discussion, tout s'est bien déroulé et que ça a été une occasion pour partager de l'information précieuse. Il y a eu aussi beaucoup de discussions qui ont eu lieu. Plusieurs choses ont été soulevées dans le chat, dans la boîte de clavardage. Et bien sûr, plusieurs ont déjà participé dans plusieurs étapes et ateliers de l'évaluation. Je crois que c'était une approche très, très holistique. Et je crois, comme une de mes camarades m'a souligné, ces évaluations arrivent à un très bon moment parce que nous discutons et négocions les cibles et objectifs du cadre mondial post-2020. Et je crois que toutes ces évaluations sont très étroitement liées avec les activités que nous développons sur le territoire, sur le terrain. Alors, j'invite les communautés locales et les peuples autochtones à regarder et analyser ces évaluations de façon plus rigoureuse, voir comment ça s'applique dans votre quotidien et aussi, n'hésitez pas à élaborer vos propositions, vos observations et suggestions, puisqu'elles sont canalisées par la suite vers les décideurs politiques et cela stimule une participation efficace des peuples autochtones et communautés locales dans les processus de négociation. Alors, merci beaucoup à toutes et tous. Merci de votre présence. Nous, comme Forum autochtone international sur la biodiversité, nous allons continuer à contribuer à ces processus d'évaluation conjointe au niveau international et assurer que le savoir autochtone et des communautés locales soit bien canalisé dans ces évaluations et puisse y participer, puisse orienter et éclairer la science. Je remercie donc à toutes et tous. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de nous avoir offert l'opportunité de participer à tout ce processus et d'être présents aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, cela arrive à point pour pouvoir alimenter les importantes négociations de façon à canaliser et assurer qu'il y ait une place de choix, les savoirs autochtones et des communautés locales. Merci beaucoup, Lucie. Avec ce mot de clôture, nous allons suspendre la séance. Elle est maintenant arrivée à terme. Merci à toutes et tous pour votre intérêt, votre participation, votre présence. Votre participation est fondamentale pour que ce processus fonctionne. Prenez bien soin. Bonne fin de matinée, d'après-midi, de soirée à toutes, peu importe où vous êtes sur la planète. Prenez soin. Au plaisir.